Bonjour, bienvenue dans Transformation Heroes. Je suis Baptiste, ancien responsable du succès client, et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les professionnels qui souhaitent faire évoluer leur stratégie CX en y intégrant l'intelligence artificielle. À travers ce podcast, nous aurons l'opportunité de donner la parole à celles et ceux qui vivent l'expérience client de l'intérieur, pour décrypter les tendances qui redéfinissent le secteur et peut-être entrevoir un aperçu du futur. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus-value d'une expérience client réussie, de l'avenir de la CX à l'ère de l'IA et d'exemples concrets d'entreprises qui transforment déjà chaque retour client en avantage concurrentiel. Je pense que la première étape, c'est déjà de centraliser. Ta logistique va avoir un impact sur ton expérience client, donc c'est un problème de retard. Ça sert à rien d'aller voir l'équipe produit, c'est pas eux qui vont y changer quelque chose, tu vois. Une entreprise, à la fin, c'est des êtres humains. Mon premier invité, François Forest, comment vas-tu ? Super bien, Baptiste. Ravi de reprendre la deuxième saison avec toi. Ravi aussi. Oui. Si ça te va, je veux commencer d'abord par te présenter. T'es CEO de Fidiar, mais avant ça, t'as fait beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, carrément. Donc moi, François Forest, j'ai créé Fidiar. Avant ça, je gérais une boîte de thème WordPress. Donc c'est un peu des designs de sites internet sur un logiciel qui s'appelle WordPress, qui est assez connu depuis. J'avais commencé en 2012. Et j'ai fait ça pendant un petit moment, pendant 7-8 ans. Et en fait, le problème auquel j'étais confronté, c'est que j'étais sur une journée sur une place de marché, en fait. Donc, il faut vraiment imaginer des petits logiciels, tu vois, qui coûtent 50-60 euros, que je revendais sur une place de marché. Donc, beaucoup de clients, mais c'est vraiment très proche du B2C. Et en fait, le challenge que j'ai eu, c'est que j'en ai eu un qui a explosé en 2015, qui s'appelle Woffice. Le concept, c'était de faire des intranets sur WordPress. Et le challenge que j'ai eu, c'est que ça a très bien fonctionné. Ensuite, ça a un peu stagné pendant 2-3 ans. Et ensuite, ça a commencé à diminuer. Et en fait, j'avais aucune idée de ce que voulaient mes clients, de pourquoi est-ce qu'ils partaient, pourquoi est-ce qu'ils étaient contents, pourquoi ils n'étaient pas contents. Et c'est là où j'ai commencé un peu à m'intéresser au sujet de la connaissance client. Et à la base, le but, c'était déjà pour ce produit de comprendre pourquoi est-ce que les gens étaient là, pourquoi est-ce que les gens n'étaient pas là. Et on a fait une première version. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin 2019, je me suis retrouvé à pitcher ça devant une grosse ETI familiale française qui s'appelle le groupe Epner, qui est une boîte géniale. Et je me suis rendu compte que le problème que je voulais résoudre pour ma petite boîte de template de site internet, en fait, c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus de valeur pour des entreprises déjà qui sont plus grosses et surtout qui ont plus d'impact sur la société. Et du coup, ce que j'ai fait juste après, c'est j'ai revendu cette entreprise, cette affaire, pour me concentrer à 300% sur Fidiar. Ok, incroyable. C'était dans les grandes lignes. Ouais. Je pense que tu as beaucoup de choses à raconter aussi autour de la création de Fidiar, parce que ça s'est construit par toi d'abord avec ton idée et ensuite l'équipe qui est actuellement en place aujourd'hui chez Fidiar. Je dirais qu'il y a eu un déclic parce que tu as eu un problème à résoudre. Aujourd'hui, si tu devais définir l'expérience client à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est, un peu ce que tu fais aujourd'hui chez Fidiar pour les entreprises, ce serait quoi ? L'expérience client, je pense que tu peux avoir 3500 définitions différentes. La façon, peut-être la définition la plus, moi qui me parle le plus, c'est vraiment c'est pas juste le produit globalement, c'est sur l'ensemble du parcours ce que va ressentir le client. Donc en fait, l'expérience client, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est basé sur des émotions. Mais en fait, les humains fonctionnent majoritairement avec des émotions. On prend des décisions avec nos émotions, on se lève le matin, on pense émotion, on se couche le soir, on pense émotion. Et en fait, l'expérience client, c'est vraiment l'ensemble des émotions liées à l'interaction qu'on va avoir avec une entreprise. Et ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, quelle que soit l'entreprise, que ça soit un organisme public, que ça soit une entreprise qui fait du B2B, que ça soit une entreprise qui vend des stylos, tu as toujours des émotions qui vont être liées à cet échange, à cette interaction que tu as avec l'entreprise. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ce qu'on se souvient en tant qu'être humain, c'est ces émotions. C'est des souvenirs. Tu ne te souviendras pas de ta montre, tu te souviendras pas mais tu te souviendras des émotions qui sont liées à cette montre.
Et c'est ça qui rend le sujet hyper intéressant et aussi passionnant. Non, je suis d'accord. Enfin, c'est très, très intéressant. Tu dirais aujourd'hui une expérience client qui est réussie, au contraire d'une autre qui n'est pas réussie dans une entreprise, ce serait une expérience client qui arrive à saisir cette émotion, à la faire vivre au client et la faire vivre aussi bien. Ouais, et je pense que la définition de bonne expérience client est très différente des entreprises. Ok. Tu vois, tu t'appelles Rolex. Ouais. Le fait que ta Rolex elle soit livrée en une semaine, c'est pas c'est pas ça qui fait que c'est une bonne expérience client. Alors que tu t'appelles Amazon, la rapidité c'est tout. Tu vois, et je pense que du coup l'expérience client c'est déjà quelque chose qui est propre aux entreprises. Ça va bien sûr dépendre du secteur et ensuite ça dépend, c'est très concurrentiel. Ça veut dire que une fois que tu as deux, par exemple si on prend le marché des montres, entre deux marques de montres en fonction si elles adressent le même marché, forcément l'expérience client va avoir un impact énorme entre deux acteurs. Mais par contre, tu peux pas comparer l'expérience client de ta banque et l'expérience client de Decathlon. Tu vois, je pense que c'est pas vraiment comparable. Et c'est ça aussi qui rend cette industrie extrêmement intéressante. J'imagine que tu fais du sport et que tu as aussi une banque. Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marqué récemment dans l'un des deux ou dans dans un autre moment de ton quotidien, une expérience qui t'a marqué où tu étais client? Parce qu'au fond, on est tous un peu clients. Ouais. Il y en a plein. En plus, quand tu bosses dedans, tu fais vraiment attention. Ouais. Et moi, ce que je trouve, on en reparlera peut-être après, mais moi, ce que je trouve fou, c'est l'impact que ça a. Parce que tu as un intérêt commercial, mais tu as aussi un intérêt pour faire bouger les entreprises et pour les aider à se transformer, où en fait, c'est un levier qui est quand même incroyable. Et dans les expériences clients que j'ai adorées récemment, il y en a plein, mais je vais t'en donner un que j'utilise quand même tous les jours et que. Je crois qu'on a une passion commune pour une certaine marque. C'est peut-être on parle peut-être pas de la même chose. Non, moi j'aime bien l'expérience client de Lime. Ah oui. Tu vois, t'avais ça? Bon nickel. Je trouve qu'ils sont extrêmement bons. Dans la mesure où donc Lime c'est les vélos électriques, ça coûte plus cher que si tu prenais un vélo par la ville. Ça coûte plus cher que si tu avais ton propre vélo. Mais en fait, le fait que quand tu es sur l'app, c'est toujours à jour. Tu vas pas à un endroit où il y a un vélo, le vélo est pas là. Enfin, c'est très très rare. Quand tu reportes un problème, que ton vélo il marche pas, en fait, ils vont pas te faire payer. Et ça, c'est des trucs où ça a un coût pour eux, tu vois. Mais au final, ça a tellement d'avantages sur l'expérience client pour moi qui vais reprendre ça tous les matins qu'ils s'y retrouvent. Et ça aide aussi à faire en sorte qu'il y ait moins de voitures dans les villes. Ouais. Donc il y a tout un... Et en fait, de A à Z, je trouve que c'est une entreprise qui est à la fois opérationnellement très forte, à la fois avec le parcours client, ils sont très forts, et à la fois leur métier, il est hyper complexe. Tu vois, tu peux jamais être parfait, parce que forcément, à un moment, t'as quelqu'un qui va prendre ton vélo, qui va tu vois, qui va faire n'importe quoi avec, et du coup, ils doivent réussir à le réparer, et que la prochaine personne passe un bon moment sur ce vélo. Donc à la fois, ils ont une tâche qui est un peu impossible, et pour autant, ils arrivent quand même à être très très bons. Mais ça, il faut quand même le détecter, quoi. Il faut quand même détecter que si jamais tu mets... par exemple, si tu rembourses le vélo en moins de 10 minutes à la personne qui l'a pris et que le vélo est cassé. C'est pour ça que c'est hyper important pour eux et qu'ils sont les meilleurs aussi dans le monde. Et qu'au final, là, ici, on enregistre à Lille. C'est une entreprise qui est basée à San Francisco de base. Donc, tu vois, c'est qu'ils sont... la raison pour laquelle ils bossent avec Live, c'est qu'ils sont pas mauvais. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi, je pense, avec l'expérience client, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où tu vois la différence entre la culture aussi plutôt américaine et versus la culture plus européenne qui de base est moins tournée sur l'expérience client, même si ça change beaucoup dans les dernières années. Ils ont quand même beaucoup plus ça dans le sang que nous. Ouais. Nous on est beaucoup plus ça fonctionne, ton vélo il roule, pourquoi tu m'embêtes? Tu penses qu'il faut que ça change? Ouais, je pense qu'on bougerait plus vite. Je pense qu'en tant que société on avancerait plus vite si on mettait plus l'expérience client au centre de nos décisions. Ou plutôt le client au centre des décisions? Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup le client, mais le client c'est ses émotions et du coup c'est l'expérience client à la fin. Je pense que si tu peux pas mettre le client au centre sans mettre l'expérience client. Ok. Ça c'est un piège, pas vraiment un piège, mais c'est un biais qui est dans les projets moi que j'ai vus avec les clients chez Fidèr. C'est que souvent il y a cette envie de mettre le client au centre. En plus de tout ce que tu as sur le quantitatif, on fait tant de ventes, c'est très bien, on a tant de vélos en route, c'est très bien. Par contre, qu'est-ce qu'en pense mon client, mon utilisateur? Sachant que tu vois, à Lille, par exemple, tu as d'autres options que seulement les Lime. Pourquoi est-ce que tu choisis un Lime? Est-ce que tu as d'autres pièges ou d'autres biais
que tu vois qui peuvent influencer aussi cette expérience du client? Tu veux dire quoi par les biais dans l'expérience client, Le fait par exemple qu'aujourd'hui on met pas assez le client au centre. Bah, je pense que tu as un peu la culture du mon client partira jamais. Par exemple, tu vois, dans la banque, c'est beaucoup ça. Par exemple, dans les banques B2B, moi, on m'a déjà dit, je ne citerai pas le nom de la banque, mais on m'a déjà dit, oh, non, on n'a pas besoin d'écouter nos clients, on les connaît. Sauf qu'en réalité, c'est des gestionnaires de compte qui gèrent 500 clients. Et en fait, non, ils connaissent pas du tout leurs clients. Et du coup, je pense que le revenu cache un peu, tu vois, tu peux te dire, bah en fait, tant qu'il paye, c'est qu'il est content et qu'il est là. Et en fait, la réalité, c'est que parfois, tu as plein de marchés où tu n'as pas trop d'alternatives. Et le jour où tu as des alternatives qui arrivent, bah, c'est des entreprises du coup qui prennent, qui vont perdre une grosse partie de leur marché. T'as ce point-là. Et t'as un autre point, je trouve, qui est hyper important. C'est le lien entre l'expérience collaborateur, donc des gens qui travaillent, et l'expérience client. Tu vas se dire, bah en fait, c'est aussi très très compliqué au final de créer une expérience avec un produit, avec un service qui est incroyable, si les personnes, les humains qui sont en charge de cette relation sont pas satisfaits. Tu vois, t'as aussi ce lien, je pense, qui est important. Donc t'as à la fois le côté CA, enfin le lien de dire, bah, tant qu'ils payent, il est obligé, et à la fois t'as le côté, bah, tant que mes collaborateurs ils sont pas contents, ça sera aussi très compliqué de rendre les clients contents. Il faut déjà se pencher sur une expérience client où tout le monde est d'accord au sein de l'entreprise, qui soit assez satisfaisante pour les clients, et ensuite dire, bon, bah, qu'est-ce qu'en pense mon client de ce qu'on a fait avec les collaborateurs. Ouais. Ok. Est-ce que, en plus de ce que tu as vu sur ce dont tu nous as parlé au début sur WooCommerce, tu as d'autres éléments, d'autres revers que tu as vécu et qui t'ont dit, ok, c'est peut-être pas la bonne voie à suivre, un moment plus difficile, on va dire, dans un projet, dans une application de projet, qui t'a marqué et tu t'es dit, bon, il faut pivoter là, il faut qu'on fasse autre chose. Tu parles au niveau Fidior ou au niveau de ce que je faisais Plutôt avant? Plutôt au niveau Fidior. Au niveau Fidior, à plusieurs reprises, hein, parce que là encore, l'art de faire une startup qui fonctionne, c'est de ne pas rester plié sur ses appuis, mais d'être en capacité de changer. Et en fait, je pense que à la base, une startup, comme nous, on essaye de changer le monde de l'expérience client. Mais en fait, dès qu'on fait quelque chose qui existe déjà, on échoue dans cette mission. Et je pense que le fait de réussir à faire quelque chose qui est, où on est les premiers, c'est unique et c'est différent, qui sont 3 mots qui sont vachement compliqués à mettre ensemble. Tant qu'on n'est pas premier, unique et différent, on a toujours du boulot, il faut toujours qu'on se remette en question. Et ensuite, une fois qu'on y est, faut le maintenir, tu vois. Et donc oui, parfois on a déjà fait des fonctionnalités, tu vois, où au final, bah, c'est de les commodités, ça apporte peu de valeur, ça apporte de la valeur aux clients, mais en réalité, on leur tire un peu une balle dans le pied parce que nous, ça nous rend pas unique. Ça sert pas ton expérience. Ouais, c'est ça. Et au final, le problème, c'est que vu que notre expérience, elle est comme les autres, bah, ça veut dire qu'on n'a pas assez de ressources pour être premier, unique et différent. Et en fait, du coup, bah, à la fin de la journée, c'est nos clients qui vont le payer parce qu'ils vont se retrouver avec un produit qui ne bouge pas. Et du coup, le plus possible, on évite de faire ça. Ok. Je voulais parler un peu de Fidiar et de comment est-ce qu'on est unique, premier et différent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui se différencient par rapport au marché? Comment tu vois le marché aujourd'hui? Comment est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il y a des choses qui redéfinissent aussi l'expérience client aujourd'hui? Enfin, j'en ai un en tête, mais je pense que tu vas le citer. On va voir si j'arrive à le citer. Bah alors, plusieurs choses. Je pense que déjà, avant de parler de solution, il faut parler de problème. C'est quoi le problème qu'on va essayer de résoudre? Le premier, c'est que aujourd'hui, l'expérience client, tu as très peu de personnes qui le font dans l'entreprise. En tout cas, qui vont être responsables de cette fonction. Et parfois, ils n'ont même pas le job title, ils n'ont même pas la casquette CX. C'est des gens qui vont être plutôt côté qualité, qui vont être plutôt côté marketing. Mais à la fin, ce qu'ils font, c'est qu'ils écoutent ce que veut le client pendant son parcours, ils analysent, ils font des recommandations. Et en fait, cette boucle d'amélioration, ces équipes, elles sont peu nombreuses et elles sont sursollicitées. Parce qu'en fait, tout le monde a besoin d'eux, parce qu'on se rend compte que c'est extrêmement important. Et du coup, tu vas autant avoir les équipes services, les équipes produits, les services support, enfin même la notion de customer support, tu vois, qui va être très liée à la notion d'expérience client aussi, bien sûr. Mais ça va être autant les directions, ça va être... Enfin, tout le monde a besoin d'eux. Et du coup, ils ont très peu de temps, pas beaucoup de ressources. Et ça, c'est un premier challenge. Le deuxième challenge qu'on va essayer de résoudre,
c'est le fait de dire tu as de plus en plus de données. C'est qu'en fait, tu commençais à faire de l'expérience client il y a 20 ans. Bon, c'était assez simple, tu avais un baromètre une fois par an, tu analysais ton baromètre, tu préparais le baromètre de l'année prochaine et tu répétais le process. Aujourd'hui, n'importe quel business, alors c'est pas vrai, essentiellement si t'es dans du B2B, t'as quand même un peu moins d'avis Google, etc. Mais tu vas retrouver quand même des notions de e-réputation, tu vas retrouver des notions de réseaux sociaux, tu vas retrouver des notions d'enquête de satisfaction. Et plusieurs versions, et des enquêtes de satisfaction, tu en as toutes les équipes qui vont les faire. Globalement, tu as ton équipe produit qui va faire l'enquête de ça, tu as ton équipe support client, donc tu as aussi beaucoup de quantité là. Et ensuite, tu as tout ce qui va être réclamation, ticket, etc. Et donc ça te fait déjà 4 typologies de feedback client, où ça fait beaucoup de données. Et le sujet aussi qui est intéressant, c'est que c'est de la donnée qui est en général très peu structurée. Tu vois, les enquêtes, c'est structuré. Tu vois, ton NPS, il est structuré, ton CSAT, il est structuré. Ta mention sur Instagram, elle n'est pas très structurée, c'est juste du texte. Et en fait, dans ce texte, si tu en as 1000 de mentions, tu en as peut-être en réalité 200, 150 qui vont être exploitables. Parce que Jean-Michel qui taxe sa sœur, ça t'aide pas forcément à t'améliorer, tu vois. Par contre, te fait te dire que ton produit il est cassé quand il arrive, ça c'est quand même plus problématique. Et donc ça, déjà, ces 2 problèmes, ils sont extrêmement importants. Et donc nous... pardon, vas-y. Non, j'allais dire surtout à l'heure où les marques aussi ont besoin de se mettre, par exemple, sur les réseaux, sur d'autres sources. Mais pas que les marques, les organismes publics aussi. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas parler à une région, tu vas parler à, par exemple, les vélos de Lille qui sont concurrents à Lime, en soi, qui leur prend du business. Ils doivent se remettre en question, ils doivent réussir à se transformer, etc. Et ils ont plein de feedback, et ils ont aussi des personnes qui sont en charge de la satisfaction client, qui sont en charge de l'expérience client, et qui doivent faire bouger des choses, donc faire bouger les applications, faire bouger si on prend l'exemple de Vélil, qui doit faire bouger les bornes, etc. Et je pense que c'est pas si simple, tu vois, ça prend du temps, et ils sont pas 300 à faire ça. C'est 1 ou 2 personnes à chaque fois. Et donc nous, Feeder, la promesse, c'est de réussir à aider les entreprises à se transformer plus rapidement en passant par l'expérience client. Donc on fait une plateforme au service de ces héros de la transformation, on va les appeler comme ça, qui n'ont pas toujours la casquette expérience client, mais en tout cas qui ont toujours la volonté de se dire moi je suis là pour améliorer et pour faire en sorte que mon entreprise demain elle est meilleure qu'aujourd'hui. Et ça c'est déjà pas mal, il faut être suffisamment humble pour se dire ok je peux m'améliorer, et ensuite il faut se donner les moyens de ses ambitions, et nous on est un des moyens. On n'est pas tous les moyens, on est un des moyens, et du coup Feeder c'est une plateforme qui va capitaliser sur les sources de feedback qui existent déjà, qui va accélérer les cycles de analyse, donc que ça soit détecter des irritants, détecter des idées d'amélioration, faire des plans d'action, faire des rapports pour que ces rapports ils puissent porter la voix du client au sein de l'entreprise. Et à la fin, ce côté vraiment de l'anglais feedback loop, cette boucle de rétroaction qui est dans les entreprises, le but c'est vraiment de réussir à l'accélérer, que tu sois une entreprise B2B dans l'industrie, que tu sois une collectivité ou que tu sois le groupe La Poste. Et en fait, nous, on sait pas parler aujourd'hui, tu vois, des startups parce qu'elles l'ont déjà. Tu vois, as déjà cette mentalité de dire je veux bouger rapidement, etc. Par contre, tu es une ETI familiale, ça fait 100 ans que tu existes, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Du coup, si je résume, il y a d'abord une partie des petites équipes, donc des équipes CX qui sont assez petites. En fait, quand tu regardes dans l'entreprise aussi, les équipes qui sont liées à l'expérience client sont beaucoup plus vastes que les équipes qui gèrent l'expérience client. Du coup, ça, c'est déjà un défi. Des sources qui sont beaucoup plus larges. Et tu as beaucoup de tâches manuelles. Et c'est rigolo, parce que tu vois, il y en a qu'on arrive à automatiser et à accélérer. Et de leur donner des super pouvoirs, tu vois, l'analyse de verbatim, la création des plans d'action. T'en as, honnêtement, on galère toujours. Ouais. Mais il y a des choses qui changent petit à petit, on arrive Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas. Parce que mon point, c'est que c'est pas abracadabra, t'appuies sur un bouton, tout fonctionne. C'est pas. Ça fonctionne pas comme ça. Ce que ça fonctionne, c'est déjà. Enfin, là où ça fonctionne bien, c'est déjà d'identifier ce qui prend vraiment du temps. Tu vois, par exemple, l'analyse de verbatim, t'as 500 verbatim en un mois, c'est faisable. T'en as 500 par jour, c'est plus compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. T'en as, ces outils. Et ouais, même t'en as. Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'as besoin d'aide ou t'as besoin de beaucoup d'humains pour le faire. Ouais. Oui. Et à une petite équipe, du coup, il leur faut un outil pour exploiter cette source. S'ils sont ambitieux pour être bons, oui. Ouais. Après, t'as plein de gens aussi qui sont. Tu vois, t'as aussi beaucoup d'entreprises qui sont contentes avec le status quo, qui sont OK avec le fait de pas mettre l'expérience client au centre.
et qui sont sur des marchés ou peut-être qui se feront jamais disrupter, et très bien pour eux parce que t'as pas le choix. Mais je pense que dans le futur, si tu prends même tous les services publics, etc., si tu prends même des entreprises qui ont été leaders pour longtemps, bah, ils vont être challengés. Ça risque de changer. Il y a une autre chose qui change aussi, c'est les fonctionnalités qui sont liées à l'IA. Ouais. Enfin, du coup, la nouvelle vague de l'IA, et puis on a déjà tous entendu parler de ce que c'est, on l'a tous déjà testé. Moi, je sais que je m'en sers beaucoup aussi au travail parce que ça m'aide à écrire des mails, ça m'aide à corriger des pavés suite à la relecture, ça m'aide à corriger l'introduction de ce podcast, par exemple. Tu dirais, là, c'est quoi la vraie différence que l'IA amène dans l'univers de l'expérience client? Alors, moi, je vais parler d'une verticale. Parce que je pense que tu vois, l'IA dans l'expérience client, tu as 53 000 use cases différents. Et en fait, le problème, c'est que dans l'expérience client, on met aussi service client. Ce sont, je pense, deux choses différentes. Et dans la tête de la plupart des gens, sauf quand c'est leur métier, l'expérience client est très liée au service client. Alors que c'est pas tout à fait la même chose. L'expérience client, c'est un peu plus global et le service client fait partie de l'expérience client. Mais tu vois, dans les use cases de l'expérience client, du coup, tu as des use cases de service client. Et là, tous les chatbots, ça, c'est un use case. Nous, c'est pas du tout le nôtre. Nous, notre use case, c'est vraiment l'analyse de feedback pour détecter des pain points et faire gagner du temps dans la génération des plans d'action, des rapports, etc. Là où ça a tout changé, c'est dans la qualité de l'analyse. Et pour être tout à fait précis, on est reparti de zéro d'une feuille blanche quand tu as ChatGPT qui est sorti fin 2023. Enfin, en tout cas, les versions qui sont vraiment devenues populaires. Parce qu'on a dû changer l'architecture de notre produit. Tu vois. Et du coup, on a dû tout effacer pour repartir d'une feuille blanche et transitionner nos clients de l'ancienne architecture à la nouvelle architecture. Et avant, on utilisait des modèles qui s'appellent des modèles BERT, qui allaient faire de l'analyse de sentiments. C'était déjà de l'IA, hein. C'était déjà ça allait faire de l'analyse de sentiments, ça allait faire de la classification, ça allait faire des choses que tu vas retrouver dans nos métiers. Mais là, la grosse différence, c'est qu'en fait, 1, tu as le contexte, donc tu peux utiliser le contexte. 2, tu vas être beaucoup plus précis. Et donc ça, c'est juste sur la partie analyse. Donc ça veut dire que pour un client, on peut aller vraiment dans la maille de son industrie. Enfin, on peut zoomer sur son industrie, son contexte, sa région, et on va réussir à détecter des pain points, enfin des irritants qui sont vraiment liés à ça. Chose qu'avant, on allait te dire problème de parking, problème de accueil, tu vois. Mais t'allais pas dire conciergerie le week-end est un enfin tu vois, t'avais quand même beaucoup de degrés d'analyse avant de trouver quelque chose d'exploitable, alors que là aujourd'hui, le fait de pouvoir prompter en chaîne globalement des verbatims, ça te donne des choses qui sont extrêmement actionnables que tu ne pouvais pas faire avant. Le deuxième point, c'est que si tu pars un peu de la partie analyse pour aller sur la partie plus génération, bah avant tu pouvais tout simplement pas générer des plans d'action, tu pouvais pas générer des rapports. Et encore, l'IA générative, donc les LLM aujourd'hui, ça ne te permet pas de générer des rapports, mais ça te permet par exemple de générer des annotations sur des rapports, et ça te permet d'interagir avec des outils qui peuvent faire des rapports pour te faire quelque chose qui à la fin va être un rapport automatisé, tu vois. Et ça, tu ne pouvais pas le faire avant. Il y a des mots qui m'interpellent quand tu parles, parce que tu parles beaucoup d'interaction, tu parles beaucoup de travailler avec. Aujourd'hui, l'IA, ça reste un outil qu'on utilise. Comment est-ce que tu vois la jonction entre quelqu'un qui travaille dans l'expérience client, du coup, ça devient presque primordial qu'il ait accès à ces outils d'intelligence artificielle? Bah, ça décuple en fait son impact. Ouais. C'est que soit il a 10 consultants qui bossent avec lui soit il utilise l'IA. Mais il faut quand même qu'il apprenne à utiliser ces outils. Ouais, ça, c'est ouais, parce que tu as des billets, on peut en parler, mais tu as des... déjà, c'est pas magique. 2, tu as des billets. 3, tu as quand même un peu, même si tu n'as pas besoin d'entraîner des modèles à chaque fois, tu dois quand même donner du feedback, que ça fonctionne pas. Et du coup, pour avoir quelque chose qui a vraiment de la valeur qui est exploitable, ça se fait jamais du premier essai. Il faut toujours la main dessus, en tout cas. Ouais. C'est des choses qui sont à vérifier. Bah, ça se maintient. Mais par contre, en fait, ça fait gagner suffisamment de temps que si ça divise par 10 ton temps pour analyser, bah en fait, passer 1/10 de ce temps pour maintenir et dire bah ça je veux plus que tu le fasses, ça je veux que tu le fasses, ça je veux plus que tu le fasses, ça je veux que tu le fasses, c'est quand même pas mal. Tu vois, tu t'y retrouves à la fin. Est-ce que tu as une séquence assez idéale, on va dire, pour quelqu'un là qui est un héros de la transformation? Ce serait quoi sa séquence idéale s'il veut, par exemple, améliorer il a un problème de parking dans son entreprise,
il doit vérifier la donnée du coup qui a été remontée par ses clients, utiliser les outils qu'il a en place dans son entreprise pour mener l'action sur le terrain. Parce que lui, il n'a pas forcément accès directement aux équipes opérationnelles. Il faut qu'il la transmette, cette information. Ouais. Comment il fait? Je pense que la première étape, c'est déjà de centraliser. Tu vois, est-ce que ça vient d'une source? Est-ce que c'est une personne qui t'a appelé une fois? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois sur des réclamations parce que tu as un problème au niveau de par exemple, de la barrière de ton parking? Est-ce que... donc déjà, tu veux centraliser l'information. Parce que si tu te bases que sur une source, ça peut être très vite biaisé. Et si tu te bases que sur une personne, par exemple, c'est pareil, c'est très biaisé. Deuxièmement, tu veux réussir à calculer l'impact. Donc l'impact, ça va être l'occurrence, mais aussi l'impact financier. Et si tu veux transformer une entreprise ou un organisme public, faire le lien avec le côté financier, c'est ce qui va le plus vite. Entre un aéroport et un service de parking, c'est un peu différent, quoi. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y en a un où c'est leur business, l'autre c'est pas forcément... Donc le point, c'est vraiment de réussir à, centraliser pour avoir le plus d'informations possible, qualifier, contextualiser, retrouver l'impact, et une fois que tu as cet impact, réussir à storyteller, à storyfier l'histoire pour que tu puisses la raconter à la fois à ton COMEX, au côté plutôt exécutif, et à la fois aux opérations. Et c'est pas la même façon de raconter l'histoire. Il y en a un où tu vas plutôt leur dire voilà l'impact financier, voilà combien ça va rapporter si on change. Mais tu vois, tu prends l'exemple des parkings, mais ça peut être l'exemple de développer une nouvelle gamme de produits bio, tu vois, ou de développer un nouveau produit ou un packaging qui est éco-conçu, tu vois. Quel est l'impact concrètement? Combien de personnes l'ont mentionné, tu vois? Mais tu as des chiffres concrets. Une fois que tu as ces chiffres et que tu as un impact financier, tu vas devoir convaincre à la fois au niveau exécutif. Donc là, tu vas plutôt présenter des KPI qui sont des indicateurs qui sont financiers. Alors bien sûr, avec le nombre de clients, des exemples, etc. Et ensuite, côté produit, donner des pistes d'amélioration très concrètes, de dire, voilà, sur ces produits-là, on sait que c'est là où c'est le plus exploitable, c'est là où il y a le plus de valeur, et tu arrives à aligner la vision du client, que toi tu représentes, et la vision de l'équipe. Et une équipe produit n'a pas les mêmes intérêts qu'une équipe qualité, qui n'a pas les mêmes intérêts qu'une équipe qui va être en charge de la logistique, tu vois. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le monde de l'expérience client, c'est qu'en fait, ça va toucher tout. Ça va toucher autant ta logistique va avoir un impact sur ton expérience client, donc c'est un problème de retard. Ça sert à rien d'aller voir l'équipe produit, c'est pas eux qui vont y changer quelque chose, tu vois. Et du coup, le fait de pouvoir vraiment dispatcher, le fait de pouvoir aller transmettre le bon insight avec là encore la quantité, l'impact, etc. à la bonne équipe, moi je le ferai comme ça. Ok. En fait, au final, il y a aussi une partie où le terrain, du coup, l'expérience client réelle, devient hyper importante aussi pour les opérationnels. Ouais. Même si tu es sur le terrain, tu n'es pas forcément au courant que la barrière de ton parking est cassée. Le codir, et t'as autre chose à faire, moins. Tu vois, si tu as été dans une location de voiture, t'as la queue toute la journée, t'en sais rien que t'as une de tes... Il faut être client déjà de ton propre milieu. Non, mais c'est un peu... et c'est là où c'est aussi pour ça que le job de l'expérience client, il est fondamental, et que tu peux pas transformer une entreprise ou être leader aujourd'hui sans être extrêmement bon là-dedans. Il faut être bon là-dedans. Comment est-ce que tu le deviens si par exemple là demain t'as pas forcément d'outils pour le faire, ou t'as les outils pour le faire mais t'as certaines compétences qui viennent avec, notamment dans l'utilisation de l'IA? Est-ce que tu conseillerais de te former? Tu parles de l'IA ou de la CX en général? La CX en général, couplée aussi aux technologies de l'IA. Je pense que déjà ça va venir des directions. Parce qu'en fait, si ta direction, elle met pas le client au centre, entre guillemets, c'est perdu, quoi. En tout cas, ça rend ton job quand même vachement plus compliqué. Heureusement, c'est quand même vachement le cas aujourd'hui. Et tu as une vraie corrélation entre résultats financiers d'une entreprise, plutôt valorisation d'une entreprise. Si tu prends, alors j'ai plus le chiffre exact, mais on pourra le retrouver, les entreprises dans le S&P 500, donc les plus grosses boîtes américaines, tu as une vraie corrélation entre leur score NPS et leur performance en fait. Un Apple, non seulement ça fait des beaux produits, mais surtout ça a le meilleur NPS du monde. Tu regardes, c'est pas vrai, ça dépend des marchés et compagnie, mais t'as l'idée, tu vois, ils sont très bons. Pareil pour des Tesla, pareil pour même des retailers aux US. En fait, tu peux corréler leur NPS avec leur valorisation. Et en fait, là, les entreprises, donc c'est pour ça que les comités de direction des investisseurs, ça l'ont bien compris. Et une fois que t'as ça,
Donc ça, c'est déjà la première étape, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté en haut. Une fois que tu as cette volonté, faut être humble. faut essayer de dire, ok, peut-être qu'on est bon aujourd'hui, mais du coup, faut qu'on arrive à se remettre en question pour être bon demain. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir cette notion de si t'es, comme je te donnais l'exemple de mon banquier qui me dit, moi je suis déjà le meilleur, mes clients je les connais déjà, ça va pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Et donc t'as ce côté déjà direction, être humble, et ensuite faire avec ce que t'as. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, t'as déjà énormément t'as pas besoin de lancer 50 nouveaux projets, de venir écouter tes réseaux sociaux si t'as déjà 50 000 avis Google où tu t'en sers pas. Ou tu t'en sers peu. Tu vois, le but, c'est pas de créer de la donnée, c'est plutôt d'utiliser ce qui existe déjà. Bon, s'il y a rien, faut le faire, mais quand t'as déjà des enquêtes, quand t'as déjà des choses comme ça, faut déjà les exploiter. Et du coup, moi, ça serait un peu la troisième étape, c'est que j'essaierai déjà d'exploiter ce qui est déjà là. Aujourd'hui, et c'est ok de pas être le meilleur, mais nous le point commun avec nos clients, c'est que même s'ils ont des NPS qui sont en dessous de 0, ils ont envie de s'améliorer et ils sont là pour que ça bouge, tu vois. Donc en fait, tant que tu as cette volonté de dire je suis humble, j'ai déjà la donnée et maintenant je vais faire bouger les lignes internes, ça fonctionne. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui veulent faire bouger les lignes en interne. Si ça vient pas de la direction, comment est-ce que tu convaincs quelqu'un un directeur qui est frileux à l'idée de, par exemple... tu parles en direction plutôt terrain ou en direction plutôt dans une direction ? Direction plutôt dans une direction globale. Impact financier. Là encore, tu veux faire bouger n'importe quelle entreprise, impact financier. Tu prouves le ROI que en fait, nos clients, aujourd'hui, ils payent X milliers d'euros. Si demain, ils payent 2 fois X milliers d'euros, voilà mon plan. Mon plan, c'est qu'ils soient plus satisfaits. On va ouvrir des nouveaux produits. Les nouveaux produits, vous allez voir le lien que si vous voulez faire monter en gamme nos clients, en fait, s'ils sont satisfaits, ça sera quand même vachement plus simple avec les produits existants. Ouais, c'est et faut pas être, faut pas avoir fait un MBA à Harvard pour comprendre ça. Et pareil pour le fait de la perte client, donc du churn. Et là encore, ça a un impact sur la valorisation des entreprises. Meilleur t'es dans l'expérience client, mieux ton entreprise sera valorisée. Donc t'as vraiment zéro raison de pas le faire. Là encore, ce qui peut un peu freiner, c'est que le ROI est pas spécialement tangible. Enfin, t'as du gain de temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as peu de corrélations, enfin t'as des corrélations qui existent, mais mon point c'est que t'ajoutes un vendeur, tu sais que tu vas rajouter X milliers de chiffre d'affaires. Ouais. Tu augmentes ton NPS de X points, la corrélation est plus compliquée à faire. Elle existe, t'as des entreprises t'as des benchmarks qui existent, je crois que tu ajoutes 2 points et ou c'est 5 points de NPS pour 1 point de chiffre d'affaires. Voilà, ça vaut ce que ça vaut parce que ça dépend vraiment de l'entreprise, ça dépend vraiment enfin tu vois, ça dépend du contexte. Et mon point, c'est que la corrélation est quand même plus compliquée. Mais plus tes clients sont satisfaits, aussi plus ils restent techniquement. Tu prends un domaine comme la cosmétique où il y a énormément de concurrence sur le marché. L'entreprise qui aura un avantage concurrentiel à dire que ses clients sont très satisfaits et du coup qui restent avec des produits chez eux. C'est une entreprise qui va techniquement se porter bien et qui peut aussi innover derrière. Et aussi, plus que se porter bien, c'est quand tu vois là toutes les crises qui se passent en ce moment dans le monde, c'est plus que être... Enfin, c'est la capacité à se transformer. Tu vois, la boucle de rétroaction, c'est la capacité à évoluer rapidement, tu vois. Et c'est ça la clé, c'est qu'en fait, oui, tu vas être le meilleur, mais surtout, tu vas t'adapter beaucoup plus vite que les autres. Et en fait, le fait de construire un muscle dans ton entreprise qui fait quand il y a un changement, quand il y a un besoin, tu arrives à l'écouter plus rapidement que ta concurrence, à le transformer, à le quantifier et à le transformer plus rapidement que ta concurrence, c'est génial parce qu'en fait, le jour où tu as une régulation où tu enlèves les voitures à essence, ce qui est déjà le cas, non mais mon point, ça arrive, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que toutes ces entreprises-là de l'automobile doivent se transformer. Tu vois, mais pas juste transformer. Donc, ça veut dire que toutes tes pompes à essence, elles vont se transformer. Et on peut pas juste faire des voitures électriques qui ont exactement les mêmes caractéristiques que les voitures à essence aujourd'hui. Et du coup, t'as besoin de ce muscle en interne et n'importe quelle entreprise qui va se transformer, toutes les entreprises qui vont se transformer, doivent pouvoir accélérer ça. Et là encore, l'expérience client, nous, on est convaincus que c'est juste la meilleure façon de le faire parce que tu arrives à aligner le besoin de ton client, le côté financier et le côté de l'entreprise aussi qui se transforme. J'ai une question qui est un peu à côté mais qui est intéressante sur la partie est-ce que tu as l'impression que le besoin client
devient aussi de plus en plus grand. C'est-à-dire que le client est très exigeant par rapport aux marques aujourd'hui chez lesquelles il va acheter des produits, des services, parce que justement, il y a une compétition sur le marché qui est beaucoup plus grande. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas assez de recul pour répondre. Je pense que oui, t'as énormément de concurrence, etc. Tous les marchés, enfin, t'as rarement un marché où t'as juste un seul produit, etc. Et même si c'était le cas, s'ils font des ventes, c'est aussi parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Enfin, t'as quand même très peu de marchés où ils sont tout seuls, à part dans le secteur public où là c'est un peu différent. Tu vois, pour payer tes impôts, t'as qu'une seule façon de payer tes impôts. Donc si ton expérience utilisateur elle est pas incroyable, bah, t'as pas le choix. Donc en fait, tu dois faire. non mais c'est ça, tu fais avec. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas forcément, t'as pas forcément besoin. Ouais, non, je sais pas si. Je pense que oui, les clients sont toujours plus exigeants, etc. Mais je pense que c'est pas ça qui fondamentalement change les choses. Que si tu mets ton client au centre, tu transformes ton entreprise plus rapidement. Si tu transformes ton entreprise plus rapidement, le jour où tu as un changement, tu capitalises dessus. Tes clients, ils restent plus longtemps. Enfin, tu vois, je pense que c'est un peu deux choses différentes, selon moi. Ok. Enfin, j'ai un exemple, ce serait. Ouais, vas-y. C'est à plus petite échelle, ça représente des entreprises vraiment petites. Tu prends l'exemple du coiffeur. J'y vais très souvent. Mais tu vois, par exemple, tu as une mauvaise expérience chez le coiffeur. C'était le cas d'une de mes amies il y a pas trop longtemps, où tu te fais une coupe, tu rentres chez toi, tu as l'impression que ta coupe, elle est ratée. Ouais. Est-ce que tu dis, bon, bah, je vais aller revoir le coiffeur qui m'a fait cette coupe pour qu'il corrige son tir? Est-ce que je poste un avis sur Google parce que j'ai pas aimé? Ou est-ce que juste je vais chez un autre coiffeur parce que celui-là, il m'a pas plu? Et techniquement, à Lille, il y a une vingtaine de coiffeurs dans le Vieux-Lille. C'est facile de changer, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, bah après, là encore, je pense que. Ouais, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on bosse pas avec des coiffeurs. Tu vois, avec tes petites. C'est que je pense que t'as aussi moins de complexité quand t'es dans une petite entreprise. Je pense que là où c'est plus challengeant, c'est le jour où t'as 200 salons de coiffure. Comment est-ce que tu fais en sorte qu'ils aient tous la meilleure expérience client possible et qu'ils soient tous au-dessus des autres, tu vois, et que le jour où t'as un nouveau produit qui sorte, que tous tes clients le veulent, bah t'arrives à le capter ça plus rapidement que les autres. Tu vois, je pense que ça c'est challengeant, mais est-ce que toi t'es plus exigeant ou je sais, enfin, et je suis pas sûr que ça, si tu te mets de l'autre partie de la vitre côté entreprise, tu sois exigeant ou pas exigeant, à la fin de la journée, tant que tu là encore fournis la meilleure expérience client et que tout ce qu'on vient de se dire est vrai, tes clients ils sont exigeants, génial. Tu dirais si on adopte tous cette vision de mettre le client au centre, d'utiliser les bons outils, que tout le monde soit aligné aussi sur ce qu'est l'expérience client réelle et pourquoi il faut la mettre en place, on aura réussi un beau challenge. Bah, je pense que tu vivrais faire. dans une société, je pense qu'il y aura toujours d'autres choses à faire, parce que le monde évolue constamment, mais tu vivrais dans une société qui avancerait beaucoup plus vite et qui serait plus harmonieuse, je pense. Tu vois. Et en fait, tu as plein de points de friction. Par exemple, là encore, tu peux prendre l'exemple de l'expérience client d'un taxi versus Uber, tu vois. C'est un point de friction. Tu vois, bah, si les taxis faisaient gaffe à l'expérience client, t'aurais pas ces points de friction avec Uber. Enfin, ça, c'est un exemple, mais des exemples, t'en as dans quasiment dans tous les secteurs, tu peux retrouver des exemples comme ça. Et donc, je pense que t'aurais plusieurs choses qui se passeraient. Le premier, c'est que du coup, quand on doit se transformer en tant que société, donc par exemple, t'as quand même un truc qui s'appelle le réchauffement climatique, toutes les entreprises doivent se transformer par rapport à ça. Bah, le fait de aligner cette transformation avec le besoin de ton client, tu vois, si tu prends les compagnies aériennes par exemple, c'est un autre bon exemple, tu vois, bah, les compagnies aériennes elles doivent aussi se transformer, elles doivent tu vois, le carbone offset, etc. Bah, tu vois, de mettre ça plus en avant, de mieux connaître les besoins de tes clients par rapport à ça, le fait de communiquer par rapport à Airbus qui va faire ses avions, enfin, tu vois, le fait de aligner les expériences et du coup les émotions qui sont liées et l'argent qu'on va y mettre en tant que consommateur, tu vois, le fait d'aligner tout ça avec le sens de l'entreprise, je trouve ça quand même pas mal. Et à la fin de la journée, on passe tous beaucoup de temps à interagir avec des entreprises, que ce soit là où on travaille ou que ce soit les produits et les services qu'on consomme. Et du coup, on serait aussi vachement plus... je pense qu'on n'est pas... ça dépend. Je sais pas les benchmarks de à quel point on est heureux ou pas en France ou en Europe. Mais mon point, c'est qu'on est dans un monde capitalistique dans lequel tu passes beaucoup de temps avec des entreprises. Si à chaque fois que tu interagis avec une entreprise, elle te rendait heureuse, pas mal.
tu vois. Ce serait bien. Donc déjà, tu arrives à transformer plus rapidement la société, et 2, toi, en tant qu'être humain, Tu te sens mieux tu te sens mieux au quotidien parce que tu interagis avec des... Là encore, on pourrait citer 50 exemples sur... Et tiens, je vais donner un exemple. Allez, pour parler en bien de la SNCF, sur la SNCF, la semaine dernière, il y avait une petite canicule, ils ont distribué des bouteilles d'eau. Bon, trop bien. Enfin, moi, j'avais trop chaud, j'avais oublié de recharger ma bouteille d'eau, je suis ressorti de ça avec un grand sourire, tu vois. Et mon point, c'est que là encore, tu sors de chez toi, tu vas prendre un café, tu pars en vacances, tu vas louer une voiture, tu ne fais qu'interagir avec les entreprises, et du coup, tu partages tes émotions. Et donc, moi, je le vois vraiment de 2 façons. La partie vraiment transformation de la société, et la partie vraiment en tant qu'être humain, le fait d'être plus heureux au quotidien. Hyper intéressant. J'allais te demander justement s'il y avait quelque chose qu'on devait retenir. Bon, je pense que c'est pas mal. Et c'est déjà pas mal. Non, ou peut-être un point que j'aime bien aussi sur le sujet qui fait que c'est passionnant, c'est le... Je pense que tu vois, l'expérience client, c'est aussi une façon pour les entreprises et les organismes publics, faut pas oublier, de réaliser leur mission. Tu vois. Et c'est un peu une boussole. Ce que je dis, ça vient pas de moi d'ailleurs, ça vient de Fred Richman, la personne qui a créé le NPS. Il a écrit un bouquin il y a quelques années où il décrit ça beaucoup mieux que moi, mais j'en suis fondamentalement convaincu. Tu vas dire, ton NPS, c'est pas juste ton Net Promoter Score, c'est plutôt ton Net Purpose Score. C'est à quel point tu réagis ta mission en tant qu'entreprise, et comme ton chiffre d'affaires va montrer ta rentabilité, ton succès sur des marchés financiers, tu vois, ton NPS, c'est vraiment, est-ce que toi, en tant qu'entreprise, tu réalises ta mission, et à la fin de ta mission, tu peux écrire ce que tu veux, ça reste servir tes clients et qu'ils reviennent, tu vois. Et là encore, que tu sois un organisme public, que tu sois et ça reprend en compte ce qu'on vient de se dire sur la transformation, sur le fait d'avoir des émotions, de générer des émotions positives. Et lui, il va même un peu plus loin, il fait le lien avec la Bible, avec rends ton prochain, enfin, je me rappelle plus de la phrase, mais tu vois. Serre ton... Exactement, sur cette phrase-là. Et je trouve ça très vrai. Ok. Une dernière, et c'est si tu devais recommencer une entreprise demain de zéro, par quoi tu commencerais? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu garderais en place? Et là, je parle vraiment au sens... plus entrepreneurial. Entrepreneurial. Ouais, bien sûr. Ou collaborateur. Je vais te répondre plutôt la version pas figure, la version plutôt personnelle, François. Je pense dans ce que je garderai, c'est qu'à la fin, et ça reboucle un peu avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, tu vois, c'est que une entreprise, à la fin, c'est des êtres humains. Et donc, je ferai en sorte de bosser avec plein d'êtres humains avec qui j'ai envie de bosser. Et ça serait ma priorité numéro 1. Tu vois, et de garder des gens avec qui je me sens bien. Et je pense que si t'as pas ça, c'est très dur d'être heureux et aussi d'avoir du succès. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je garderai ce qu'on fait en ce moment, mais qu'on a mis un peu de temps à faire chez Fideur, tu vois, qui au lieu de vouloir servir tout le monde, d'être leader mondial, etc., déjà, c'est de servir un groupe d'individus, un groupe de personnes très très bien. Tu vois, et nous, c'est pour ça aujourd'hui qu'on se centre que sur expérience client d'entreprise d'une certaine taille, et déjà ce segment-là, d'être les meilleurs, tu vois. Et du coup, de commencer vraiment, au lieu de vouloir... ça veut pas dire de pas être ambitieux, tu vois. On est très ambitieux, mais par contre, on commence petit. Et ces gens-là, on préfère avoir 10 clients qui se servent de la plateforme tous les jours que d'avoir 300 clients qui s'en servent une fois par an. Ou 500 clients qui s'en servent par an. Et en fait, même s'il y en a un qui pourrait représenter beaucoup plus ce côté revenu, etc., in fine, tu construis aussi des relations avec tes clients qui sont aussi beaucoup plus engagés parce qu'ils y investissent beaucoup plus de temps. Et donc ça, c'est un peu les 2 points. Et après, je pourrais en parler je pourrais te sortir 36 points, mais je vais t'en sortir quand même un petit dernier pour la route. Je pense que c'est aussi hyper important de ne pas être tout seul. Surtout, tu vois, moi je suis solo founder, donc j'ai pas forcément de cofondateur. Donc le fait d'avoir des investisseurs qui t'as confiance, le fait d'avoir des peers, d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui veulent faire une boîte, qui a vraiment de l'ambition, qui veut devenir qui veut devenir leader sur son marché, etc. Le fait d'être aux côtés de ces gens-là, d'échanger avec ces gens-là, c'est aussi hyper important et c'est quelque chose que j'essaierai de garder. Ouais, voilà.
Tu peux pas monter un produit tout seul. Non, mais je pense Non, il faut que tu écoutes les personnes qui sont autour de toi. Il faut que non, mais c'est le fait d'être accompagné, tu vois. Ouais, bien sûr. Plus, tu vois, que ça soit d'avoir un coach, que ça soit, mais le fait de, à la fin de la journée, même si tu es tout seul en tant que directeur général, en tant que fondateur, etc., en réalité, ça marche mieux. Et là encore, c'est rigolo parce qu'en France, on en parle assez peu. Les Américains vont plus en parler du fait de, oui, bah, c'est ok d'avoir un coach, c'est ok d'avoir un psychologue, c'est ok d'avoir. Mais mon point, c'est d'être accompagné. Je pense que c'est extrêmement important. Super. Merci François. Merci Baptiste.